Cette semaine, Méditerranéo fait la part belle aux produits identitaires du Sud. Pour commencer, l'emblème gastronomique d'Aix-en-Provence, le calisson. Ensuite, nous découvrirons la diversité de l'huile d'olive. En Occitanie, nous nous intéresserons à l'avenir de la production d'huîtres sur l'étang de Thau. Enfin, une pêche originale et traditionnelle pour la séquence mémoire, celle des télines en Camargue. Célèbre confiserie d'Aix-en-Provence, le calisson coulait depuis 500 ans des jours heureux. En 2016 pourtant, un entrepreneur chinois a fait trembler le petit monde des calissonniers provençaux, menaçant l'existence du délicieux losange. De la plus grande fabrique de calissons d'Aix-en-Provence, sortent chaque année 50 millions de ces confiseries à base d'amandes et de fruits confits. Il y a 2 ans, Maxime découvre les secrets de leur confection transmis par les plus anciens. Il perpétue aujourd'hui cette tradition qui n'a pas beaucoup changé au fil des siècles. On va dire que les Bretons ont leur 4/4, nous on a notre 3/3. Si on schématise grossièrement, ça va être 1/3 d'amandes, 1/3 de melon confit et 1/3 de sucre. Quelqu'un qui a un palais aiguisé sentira ici une touche d'orange, là une touche de pastèque, là une touche de citron. Voilà, chaque maison a son petit truc. Les amandes proviennent de France, de Provence et d'Espagne. Livrées séchées et mondées, elles sont humidifiées en usine puis travaillées avec le melon de Cavaillon et d'autres fruits, confits à Apt. Fondamentalement, il faut garder une qualité de matière première qui soit réelle. On a essayé de faire des calissons pour tenter avec des amandes de Californie. Je vous le déconseille. On voulait voir ce que ça pouvait donner, on a été très déçus. C'est pour ça qu'aujourd'hui, sachant qu'on travaille avec des matières qui sont vivantes, on a besoin d'avoir une certaine sécurité et une qualité qui ne va pas se perdre. Malaxée à chaud, la pâte est ensuite mise au repos pendant 3 jours. Interviennent alors les calissonneuses qui façonnent le calisson sur une feuille d'hostie, puis le recouvrent de glace royale à base de blanc d'œuf et de sucre glace. Au total, il faudra compter 1 semaine pour fabriquer un calisson traditionnel. Le calisson d'Aix traditionnel, il a une taille entre 4 et 6 cm de longueur et un poids d'environ 13 grammes. Donc ici, pour revenir sur cette machine qui est un broyeur, donc 1920, on mettait tous nos ingrédients, les amandes, le melon confit, l'écorce d'orange confite. Les fruits confits étaient déjà pré-broyés, on va en reparler tout à l'heure, pour que la pâte soit plus homogène, plus facile à écraser. Et il fallait donc tourner la roue, les cylindres tournaient sur eux-mêmes, même principe que pour les mondeuses. Et il fallait recommencer plusieurs fois la manœuvre, je vous laisse imaginer, pour avoir une pâte homogène. Donc c'était assez physique à l'époque de faire des calissons. Si le calisson a toujours fait partie de la tradition provençale, on situe son âge d'or à la fin du XIXe siècle. À cette époque, pas moins d'une vingtaine de confiseurs se partagent le marché aixois. Quant à ses origines, elles restent mystérieuses, même si on attribue volontiers au roi René la paternité du délicieux losange. Le roi René, en 1454, va se marier avec la reine Jeanne. Et cette reine qui ne souriait jamais parce qu'elle était de constitution maladive, le pâtissier a eu l'idée de créer et d'inventer une spécialité d'une forme un petit peu originale. Et la reine, pour la première fois, en dégustant cette spécialité, se mit à sourire. Évidemment, les courtisans, tout ébahis, dire « mais de que testo nostro reino, de quoi mange notre reine ?» Et un courtisan un peu plus futé que les autres dit « des calinsun », c'est-à-dire ce sont des câlins.
ce qui laisse à penser que le pâtissier était sûrement amoureux en secret de sa reine. Depuis cette époque, le calisson a fait le tour du monde, jusqu'en Chine. En juin 2016, l'Union des fabricants du calisson d'Aix découvre avec surprise qu'une marque de calisson vient d'être déposée par un entrepreneur chinois. Sans tarder, les 12 membres du syndicat se mobilisent et obtiennent contre toute attente gain de cause au bout d'un an. Secoués par cette mésaventure, les calissonniers décident de s'atteler ensemble à l'obtention d'une IGP, une indication géographique protégée. Mais bon, on est sur la dernière ligne droite, on avance, ça va dans le bon sens, donc voilà. Ah oui, il va y avoir, du coup après on pourra communiquer avec un macaron ou quelque chose pour dire qu'on est IGP, pour différencier de ceux qui ne le sont pas. Alors une fois effectivement qu'on aura obtenu l'IGP, il y aura clairement le logo IGP qu'on pourra accoler sur nos boîtes de calisson d'Aix. Si le dossier est prêt à être déposé, le plus dur a sans doute été de s'entendre sur un cahier des charges. Chaque calissonnier respecte bien évidemment la tradition d'Aix du calisson d'Aix, mais chacun revendique un peu sa spécificité, son savoir-faire. Donc il fallait vraiment qu'on arrive à trouver un dénominateur commun. Dans l'IGP, on détaille exactement la qualité des matières premières, leur origine, leur spécificité, les proportions dans la recette. On limite aussi la liste des ingrédients qu'on peut utiliser dans un calisson d'Aix. Donc autant de garanties pour le consommateur d'avoir le vrai produit, le calisson d'Aix, et pas une pâle copie. Autre cheval de bataille des confiseurs aixois, la réintroduction de l'amandier en Provence, à la base de nombreuses spécialités locales. Arraché massivement dans les années 1950 à cause du gel et de sa faible rentabilité, l'arbre devrait être replanté sur 1000 hectares d'ici 5 ans et retrouver peu à peu sa place d'autrefois. Là, on voit que cette année, on a eu quand même pas mal de verre, on est bien. On a eu de l'eau quand il a fallu. Et là, ceux-là, ils sont beaux, hein, ceux-là. Donc ça, c'est des sions qu'on a plantés en 2015. Il y a une forte croissance, en fait, une demande croissante de 12% par an, de demande sur l'amande. Pour vous donner vraiment les chiffres, c'est 1000 tonnes produites par an en France, 36 000 tonnes consommées. Donc il y a un énorme déficit de production, donc on est obligé d'importer énormément d'amandes. Du coup, on s'est dit, enfin pas nous comme transformateurs, mais les producteurs d'amandes se sont dit qu'il faut qu'on replante les producteurs locaux. Et depuis quelques années, on replante beaucoup d'amandines. Tournés vers l'avenir, les calissonniers n'oublient pas pour autant d'où ils viennent. Début septembre, la bénédiction des calissons nous replonge au temps où la peste menaçait la ville d'Aix et pendant laquelle on distribuait des confiseries bénites. Chaque année, de nouveaux compagnons des calissons maintiennent bien vivante cette tradition. En Provence, depuis des centaines d'années, l'homme cultive les oliviers pour en tirer un nectar doré, l'huile d'olive. Nous sommes allés à la rencontre des oléiculteurs, des mouliniers et des restaurateurs pour découvrir ce fruit d'exception. Au cœur de la vallée des Baux, les oliviers se fondent dans le paysage. Antoine Morat a décidé de leur consacrer son énergie. Et vous chargez celui-là là-bas. Alors, vous revenez par là. Allez, ok, là-bas, l'autre là-bas. Allez, ok. Depuis 4 générations, sa famille est propriétaire d'oliveraies. Et chaque hiver, il est, durant quelques semaines, fort occupé à ramasser ce fruit particulier que seuls les inconscients croquent à pleines dents. Quelquefois, il y a des touristes qui passent dans le champ et qui nous demandent si ce sont des oliviers. On leur dit oui, ce sont des oliviers. Et ils nous demandent est-ce qu'on peut les goûter. Ben oui, vous pouvez les goûter. Et donc ils mordent l'olive et puis ils la recrachent aussitôt parce qu'à l'intérieur, évidemment, l'olive est très amère. Il y a une molécule qui s'appelle l'oleuropéine et qui rend l'olive très amère. Il y a 50% d'eau, 30% de chair et de noyau et 20% d'huile. Ce qui explique un peu
la cherté de l'huile d'olive, parce que vous avez un fruit qui ne vous donne que 20% de ce que vous récoltez en fait. Et pour récolter ces olives, Antoine Morat a troqué son peigne à main contre un peigne électrique. Alors c'est des peignes avec des doigts en polycarbonate, et ça n'abîme pas les feuilles, ça n'abîme pas les branches, et ça fait tomber les olives. Voilà, c'est beaucoup plus rapide. Elles sont bien accrochées cette année. En fait, la sécheresse les a beaucoup durcies. Elles sont très dures, les olives, elles tombent difficilement. Sur cette parcelle, ce sont des olives Aglando, une variété endémique de la vallée des Baux. Ça fait partie des variétés qui constituent les 5 variétés qui sont dans l'AOP Vallée des Baux. C'est une olive un peu longue, mais qui normalement est plus charnue en début de tête. Voilà. La sécheresse fait qu'elles sont un peu plus petites que d'habitude. Mais ça ne fait rien, ça n'enlève rien à la qualité de l'olive. Bien au contraire, elles sont encore beaucoup plus goûteuses, elles ont une complicité aromatique qui est très intéressante. Chaque année, l'oléiculteur récolte 60 tonnes d'olives. Des olives dont il faut très rapidement s'occuper. Et ça va au moulin à Cravenco dans pas longtemps. Dans le cahier des charges de l'AOP Vallée des Baux, l'olive doit parvenir en moins de 48 heures au moulin. Vous allez bien? Comment il va? Impeccable. Hein? C'est reparti pour une année? Oui, c'est parti. Allez, la picholine. Des moulins, il y en a partout. Nous sommes à Villeneuve-les-Avignon. À l'accueil, c'est Nicolas. Il réceptionne les apports pendant 1 mois et demi. Et il se transforme en chef d'orchestre pour mettre en musique le ballet des olives. La balance est à 0. Hein, donc on va pouvoir peser vos olives. Alors j'ai 7 petits oliviers et je les ramasse à la main, de façon complètement artisanale, sans peigne, sans rien, comme ça, avec un petit panier autour du cou que je remplis à mesure. Voilà. On permet à tout un chacun de venir apporter ses olives. Donc c'est quelqu'un qui a peut-être 1 ou 2 oliviers dans son jardin, mais on leur demande la même chose qu'à un professionnel. C'est-à-dire il faut cueillir sur l'arbre, faire un effort sur les feuilles et venir sous 48 heures maximum après la cueillette. Et ça, visuellement, on le voit très rapidement si ça a été gardé ou pas. Les olives prennent ensuite le chemin du broyage. C'est dans ce bâtiment, à l'arrière, qu'elles vont être transformées en huile. La première étape, c'est laver les olives. Donc c'est quand même, on sait d'où elles viennent, mais c'est quand même primordial pour nous de savoir qu'on travaille avec des olives propres. Étape suivante, broyage, malaxage et pour terminer, extraction. Résultat, une huile extra vierge, quasiment fluorescente, au goût fruité. On est sur des olives mûres, assez tournantes on va dire, mais on est quand même sur une huile qui reste assez verte, bien verte, avec un fruité assez ardent. Hein, on a vraiment l'herbe un peu qui est dans la bouche, quoi. On est vraiment sur un fruit très jeune. Pour sublimer ce nectar doré, il faut forcément un grand chef. Direction l'autre côté du Rhône, à Avignon. Bonjour Florent. Ah, bonjour Philippe. Comment tu vas? Philippe Chansigaud, oléiculteur, a rendez-vous avec Florent Pietraval, grand chef. Comme un grand vin, l'huile d'olive se débouche et se déguste entre amis. C'est exceptionnel. Philippe, parle-moi de ton huile d'olive. C'est une huile qui a de la présence, qui est longue en bouche, qui a une belle viscosité, qui est bien équilibrée, avec des arômes d'amande, et puis effectivement un fort piquant en bouche, très épicé, quoi. Pour ce grand chef, l'huile d'olive est la base de la cuisine provençale. C'est ça qui fait tout, quoi. On commence avec l'huile d'olive et après le reste, on trouve un poisson, une viande, voilà, quoi. Et pour chaque huile d'olive, il y a un plat différent, quoi. Moi, quand je goûte son huile d'olive, je l'imagine cuisiner en fait. C'est une huile d'olive qui dans un jus de viande, dans la bouillabaisse, quand vous l'émulsionnez avec l'huile d'olive, ça va ramener de la fraîcheur, ça va ramener de la rondeur. Et ce jour-là, pour sublimer l'huile d'olive de son ami, moi, je suis parti sur un plat typique de chez nous, la bouillabaisse. Ah. Et après, donc, voilà, avec du chapon, poisson de Méditerranée. Le poisson à confit dans l'huile d'olive. D'accord. Dans la bouillabaisse du chef, il y a aussi des camberos d'Italie et du poulpe grillé, mais également d'étonnants copeaux.
C'est de la bouillabaisse qu'on a fait sécher sur le côté du fourneau tout doucement pendant 48 heures. Et à la fin, on obtient une cristallisation de bouillabaisse et vous retrouvez une chips. Donc il n'y a pas de farine, il n'y a pas de gluten, c'est juste du poisson, de l'eau et de la cuisson. Pour terminer, quelques gouttes d'eau de vie d'huile d'olive dans la sauce et évidemment, encore un peu d'huile d'olive. On émulsionne et c'est presque prêt. Et tu regardes au moins ce que tu fais, parce que concentre-toi. On coule délicatement donc la gelée de bouillabaisse dans l'assiette. D'accord. Magnifique. Voilà, c'est fait, bravo. Il y a des petites choses comme ça qui me plaisent. Alors j'ai envie de goûter ça tout de suite. Je suis heureux. C'est le bonheur absolu. Quand je travaille dans les champs, je pense à mon pied de travail en cuisine. Et puis je me dis, t'as intérêt à essayer de faire bon, parce que si lui il veut faire quelque chose de créatif, t'as intérêt à lui amener le meilleur de la terre. Voilà pourquoi. Je suis extrêmement heureux. Les petites viennes, mais quelle est cette belle voix? La France est le 4e producteur mondial d'huîtres et le premier au niveau européen. Moins connues que celles de l'Atlantique, les huîtres méditerranéennes de l'étang de Thau n'ont rien à leur envier. Pour rester concurrentiels, les ostréiculteurs ont dû ces dernières années faire face à de nouveaux défis économiques et sanitaires. Ostréiculteur depuis 2007, Simon Julien contrôle régulièrement ses tables d'élevage. Loin des marais de l'océan, les professionnels de l'étang de Thau ont dû s'adapter. Depuis près d'un siècle, les huîtres de Méditerranée grandissent en suspension. Là, vous voyez, ça c'est un pochon. C'est ce que les ostréiculteurs sur toute la partie atlantique ou la Manche utilisent pour élever les huîtres. En France, les huîtres sont élevées dans des pochons, sauf ici, donc, sur l'étang de Thau. Pourquoi? Parce que vous avez un état relativement calme, vous n'avez pas de brassage, donc les huîtres ne pousseraient pas bien dans les pochons. On est obligé de les coller sur des cordes pour travailler sur la profondeur d'eau. Alors que sur l'Atlantique, eux, ils utilisent la superficie, les hectares. Bouzy, on a encore du mal à vendre nos huîtres partout en France. L'huître de l'étang possède pourtant un bel atout. Grâce à la richesse de son milieu, elle grandit 2 fois plus vite que ses cousines de l'Atlantique. L'IFREMER, l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, c'est un peu le gardien de l'étang. Ses agents contrôlent à la fois la qualité de ses eaux et effectuent des prélèvements réguliers sur des huîtres. À partir du moment où le réseau de surveillance détecte la présence de phytoplancton potentiellement toxiques, il y a des prélèvements de coquillages comme je l'ai fait maintenant. Et puis les coquillages seront analysés pour voir si réellement ils ont imprégné la toxine du phytoplancton. Et si la toxine est détectée à un certain seuil, eh bien, à ce moment-là, les services de la préfecture prennent des dispositions de fermeture de la commercialisation des coquillages sur la zone. Voilà, je t'ai ramené les huîtres de Thau, donc pour les prélèvements. En plus de son travail de surveillance, l'IFREMER développe d'importants programmes de recherche. Depuis 2008, un virus décime partout en France les larves d'huîtres appelées naissins. Ce que le grand public ignore en général, c'est que tous les ostréiculteurs achètent leurs bébés huîtres en Atlantique pour les faire ensuite grandir sur leur site de production. Loin d'éradiquer le virus, une huître 100% locale réduirait en tout cas les risques de contamination. En plus du captage naturel sur l'étang, un projet d'écloserie est actuellement à l'étude sur la commune voisine de Frontignan. Le virus, couplé à différentes bactéries, a parfois décimé jusqu'à 90% des naissins importés de l'Atlantique. Comme beaucoup, Simon et Philippe, associés depuis 2009, ont pris conscience qu'il était urgent de changer. On doit se remettre en question. Si on ne se remet pas en question, si on ne peut pas trouver des solutions, on disparaît. Nous, on a eu la chance, enfin, on a la chance d'être présents encore. C'est donc que les solutions qu'on a essayé de mettre en place
ont plus ou moins fonctionné. Parmi ces solutions, il y a l'huître exondée que l'on sort de l'eau une fois par semaine pendant 24 heures pour lui donner l'illusion d'une marée. En clin d'œil à leur association, Philippe et Simon les ont appelés les Spécial-Philémon. Ben, le fait de la faire sortir de l'eau, elle va se retenir de manger. Elle va fermer son huître et elle va stresser un petit peu en fait. Quand elle va retourner dans l'eau, elle va manger davantage et elle va grossir. On s'aperçoit qu'en faisant de l'exondation à des huîtres, on leur fait augmenter le taux de chair. Sur 450 producteurs de laiton, une quinzaine seulement s'essaie depuis peu à l'huître exondée, de plus en plus appréciée des clients. Vendue 1,50 € pièce, elle est 3 fois plus chère qu'une huître de Bouzy classique et reste un produit haut de gamme. Fidèles au rendez-vous, les clients apprécient. La séquence mémoire nous conduit cette semaine sur les rivages de la Camargue pour évoquer la pêche à la téline, un petit coquillage qui fait partie du paysage naturel et culturel de la région, une activité menacée par la surexploitation. Nous sommes en Camargue, à quelques encablures de la petite ville des Saintes-Maries-de-la-Mer. La pêche à la téline, petit coquillage enfoui dans le sable, sous l'eau, est une activité récente apparue autour des années 60. Une activité qui s'est développée en même temps que le tourisme. La cueillette se pratique à pied. L'homme marche dans la mer en tirant derrière lui un instrument très particulier, un télinier. Un télinier qui est fait artisanalement. Chaque pêcheur fait le sien. Il est fait d'une lame en inox qui nous permet donc de rentrer dans le sable. Alors on essaie de travailler en général entre 10 et 15 cm dans le sable, en profondeur. On est attaché avec la ceinture, donc comme ceci. Voilà, on l'attache ici. Et le principe donc c'est de marcher à reculons. Vous voyez, donc quand je fais ça, en fait, j'ai mon télinier qui rentre dans le sable. Voilà. Comme Philippe Albouy, ils sont pour le département des Bouches-du-Rhône une petite centaine de professionnels autorisés à pratiquer la pêche à la téline. De l'embouchure du Grand à celui du Petit Rhône, sur un rivage d'environ 60 km, ils se partagent les fruits de cette ressource naturelle. Une ressource qui tente à diminuer face à une exploitation de plus en plus intensive. Autre problème, la taille du coquillage. La réglementation interdit de pêcher des télines en dessous de 2,5 cm, une réglementation peu respectée. Résultat, chaque année, environ 600 tonnes de télines sont prélevées. La zone de pêche est située sur le territoire du parc naturel régional de Camargue, dont le rôle est de concilier développement local et protection de l'environnement. C'est dans ce cadre que le parc a lancé une vaste étude sur le gisement. Une étude qui a duré 18 mois et qui a pour objectif une meilleure gestion de la ressource. Les premières conclusions montrent bien que certaines zones sont surpêchées. Mais on ne peut pas, sur une étude, sur 18 mois, simplement, donner une évaluation de stock. Il s'agit d'un état zéro. Est-ce que c'est une année qui représente une année moyenne de pêche à la téline? On ne sait pas encore, donc il faudra après mettre en place un suivi pour voir justement si les actions mises en place donnent des résultats et pouvoir comparer. Afin de stabiliser les stocks et les prélèvements, la profession essaie de se prendre en charge. Il y a peu de temps, les pêcheurs sont passés d'une procédure d'autorisation octroyée par les affaires maritimes à un système de licence directement délivré par le Comité régional des pêches. Malgré cela, le braconnage reste toujours une véritable plaie. Les affaires maritimes ne nient pas les difficultés rencontrées pour surveiller et contrôler un espace aussi vaste, mais on préfère mettre l'accent sur les résultats obtenus. Compte tenu qu'il s'agit d'une pêche à pied qui doit s'exercer en contact avec le sol, donc, normalement, le contact doit être direct. Alors, comme vous pouvez le voir, il s'agit de dispositifs qui permettent donc de rehausser le pêcheur d'une cinquantaine de centimètres par rapport au sol et d'aller pêcher plus au large. Et donc ce dispositif permet donc d'accroître l'effort de pêche. Aujourd'hui, pour protéger cette activité traditionnelle, certains évoquent la possibilité de créer un label. Mais la pêche lucrative de la téline attire de plus en plus de pêcheurs
autorisée ou pas. Conséquence, la surexploitation du coquillage risque de compromettre son avenir.